Bon, déjà, bonjour tout le monde. Hop là, tac, tac, je me mets ici. Donc voilà. Bon, déjà, bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, donc, on est là pour parler impact, pour parler engagement. Le sujet, nous, de notre discussion, ça va être comment est-ce que la diversité et l'inclusion peut être une chose qu'un enjeu de plus qu'une chose qu'un enjeu de représentation. Donc, si je devais vulgariser ça, ce serait tout simplement comment est-ce que tout ce qui est sujet de diversité et inclusion ne sont pas juste des sujets de surface, mais des réels sujets pour les entreprises et que les entreprises y prennent part pour de vrai. Donc, aujourd'hui, l'échange il va se faire en deux grandes parties. On aura des petites questions après sous thématiques, mais les deux grosses thématiques qu'on va aborder, ce seront la diversité et inclusion, un enjeu d'image et de notoriété bien intégré par les entreprises. Donc, c'est évident aujourd'hui, tout le monde le sait, on ne peut pas faire sans. Et deuxième partie, c'est comment en faire un enjeu business et donc une priorité absolue. C'est comment on apporte ce pivot-là justement, parce qu'une entreprise, forcément c'est le business qui fonctionne. Donc comment est-ce qu'on amène tous ces enjeux-là sur la partie business? Bon, déjà premièrement, je pense qu'avant de démarrer, ce qui serait bien, ce serait qu'on puisse se présenter. Donc Anna, Mehdi, je vous laisse commencer. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Anna de Boa-Esperança, directrice de pôle innovation sociale pour le groupe Randstad en France et déléguée générale de la Fondation Randstad. Enchanté Anna. Et moi je m'appelle Mehdi Benali, je suis directeur général d'une agence de communication qui s'appelle BETC, qui est basée à Paris, à Pantin. Voilà. Et donc je gère des comptes pour des clients et je fais de la communication et des campagnes de publicité pour tout un ensemble de marques pour le grand public. Ok, moi déjà enchanté, franchement c'est lourd, BETC, Randstad, là on a affaire à des boîtes déjà bien connues. Donc, moi-même qui vais animer aujourd'hui cet échange, je me présente Amadou Dabitao, fondateur du média Banlieusard Nouveau et de l'agence de com BN Agency. Donc on n'est pas là pour parler de moi, voilà. À la fin normalement il y aura, je pourrais un peu plus préciser. Je pense qu'on peut commencer. Ouais. Ça va vous déjà, vous allez bien? Ça va très très bien. Tout se passe bien pour vous? En pleine forme. Ça va bien, juste un tout petit peu de problème de voix, mais ça va, je suis là. Okay. Bon, ça va, ça devrait aller, on a les micros pour nous aider. Ça va, vous nous entendez bien, vous, dans le public? Ok, bon, parfait. Moyen là-haut. Tu veux qu'on parle plus fort? Moyen. Comme ça, c'est bon? Vas-y. Ok, d'accord. Bon, on parlera plus fort alors. Déjà, rentrons dans le vif du sujet. Donc, la première question, déjà, que moi, j'aimerais poser pour amener ça, donc, comme on a dit, premier sujet, donc c'est la diversité et inclusion, un enjeu d'image, de notoriété qui a été bien appris aujourd'hui par les entreprises. Donc, les entreprises savent qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans, il faut être engagé. Et on voit deux typologies d'entreprises quand on regarde bien. Il y a celles qui sont engagées par essence et celles qui sont devenues en pivotant un petit peu, en prenant le pli. Et malheureusement, des fois, on peut sentir que le positionnement il est assez léger, ou en tout cas, il n'y a pas de réelle volonté derrière. C'est juste faire pour faire. Et donc, selon vous, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la prise de conscience et de l'importance de la représentation en entreprise et dans les médias? Selon vous, à travers vos postes, vos métiers. Anna? Merci beaucoup pour cette vaste question. Aujourd'hui, je pense que les entreprises ont pris conscience que la question de diversité et inclusion en entreprise, la question d'équité principalement, doit faire partie intégrante de la stratégie d'entreprise. Il y va au-delà de la question d'image, la question de l'attractivité aussi des talents et surtout la question de faire face à la pénurie structurelle des talents à laquelle nous faisons face. Okay. Je pense que les choses se sont développées beaucoup vers le meilleur, mais je pense que le chemin est encore extrêmement long. Je ferai un distinguo entre la France et peut-être les pays anglo-saxons où le sujet de l'équité, des chances, de la diversité, je pense qu'elle est un cran plus loin que ce qu'on peut observer ici. Je pense aussi que c'est devenu effectivement pour nous, dans le métier que moi j'exerce, en fait c'est un impondérable. Les grandes marques, les grandes entreprises, si on n'est pas, en tout cas au niveau international, si on n'est pas capable de leur montrer qu'on est un interlocuteur crédible sur cette thématique-là, si on n'est pas capable de leur montrer qu'on a une politique positive sur ce sujet, on n'est plus un interlocuteur crédible. Et donc pour nous, c'est devenu un enjeu assez essentiel en fait. C'est pas juste un enjeu d'image, c'est un enjeu intrinsèque, presque existentiel pour l'agence, d'être capable de montrer qu'on a compris la thématique, qu'on sait l'interpréter pour nous-mêmes et qu'on sait l'interpréter pour les marques qu'on manage au quotidien, si tu veux.
Si je peux rebondir juste sur ce que vient de dire Mehdi, effectivement, quand on est une entreprise présente dans près de 40 pays à travers le monde, la diversité, l'équité, l'inclusion doivent faire partie absolument des thématiques prioritaires au sein du groupe. Donc si je comprends bien, pour résumer, aujourd'hui, vous pensez que peut-être que l'un des facteurs qui va faire qu'en France, on va avancer et on va aller de plus en plus vite, en réalité, c'est le fait de peut-être s'ouvrir sur l'international et d'être présent là-bas, en fait. Je pense que l'ouverture, elle ne peut être que positive à ce niveau-là. Okay. On s'inspire aussi beaucoup des modèles, notamment certains modèles de discrimination positive qui ont eu lieu dans des marchés anglo-saxons. On en pense qu'on veut, mais en tout cas, ils ont fait évoluer certaines mentalités. Et ça a permis, en effet, cette ouverture sur les marchés internationaux, de faire prendre conscience aussi aux managers des marques françaises que cette thématique, elle a évolué, elle a avancé, et on en parlera sans doute dans la deuxième partie, mais elle est aussi génératrice de croissance pour ces entreprises. Donc, in fine, quand on bosse pour une entreprise qui a un but lucratif, comme on le fait, c'est un des vecteurs qui permet de faire avancer ces thématiques dans l'entreprise. Ok. Tu voulais ajouter quelque chose, Anna ? Oui, parce que les études le montrent, entre maintenant et d'ici 2050, on a chaque année 800 000 personnes qui sortent du marché du travail et 600 000 qui rentrent. Donc cette pénurie, elle est structurelle, elle va rester longtemps. Donc nous sommes obligés d'élargir nos sourcings, d'aller chercher des talents ailleurs, les former, les accompagner. Et le recrutement notamment, élargir la palette de nos talents. La diversité et l'inclusion, parfois, doit être un recrutement intentionnel. Il faut aller chercher, former. Il faut qu'on passe d'une culture de consommateur de talent à créateur de talent. J'aime beaucoup cette fin, ouais. Passer de consommateur à créateur de talent. Bien cette punchline. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Moi, la question qui me vient en tête après, c'est est-ce que il y a des initiatives que vous avez peut-être pu voir passer ces derniers temps, qui vous ont marqué, que vous avez vues? Et si oui, est-ce qu'il y en a certaines peut-être pour lesquelles vous vous êtes dit ça m'a pas l'air d'être une initiative qui a été faite de manière sincère? L'homme de médias. Je pensais que tu allais me demander l'inverse. En disant l'un, on pourra découler sur l'autre. On commence par la mauvaise nouvelle, après on finit par la bonne. Non, des initiatives qui ne sont pas sincères. Franchement, j'en ai pas qui me viennent en tête parce que je pense que moi, dans mon métier, on fait un métier de communication grand public. Donc, il faut savoir que les gens, aujourd'hui, s'il y a une absence de sincérité de la part des marques, elle est démasquée en une fraction de seconde. On ne peut plus, aujourd'hui, faire toute forme de prise de parole en communication publicitaire dans laquelle il n'y a pas un bout de sincérité et d'engagement sérieux de l'organisation qui est derrière. Dès qu'on le fait, c'est démasqué. Et donc, nous, notre rôle, c'est évidemment de déconseiller le plus fort possible aux interlocuteurs qu'on a, les patrons du marketing, les patrons des grandes entreprises, de s'impliquer sur ces thématiques-là, sans être un peu certain que derrière, on est métal sur la réalité de l'engagement de l'entreprise. Donc, j'en ai pas qui me vient en tête parce que je crois que ces dernières années, il y en a eu moins, et j'ai envie de dire heureusement. En revanche, il y a des initiatives très, très positives et plutôt sincères. Encore une fois, souvent drivées par le business, parce que c'est aussi la clé de tout, qui permettent de montrer qu'il y a une évolution des mentalités chez les grandes marques et dans les grandes organisations. Je suis tout à fait d'accord avec Mehdi, parce que quand c'est pas sincère, ça peut nous revenir un boomerang. Parce que quand les collaborateurs ne vivent pas à l'intérieur de l'entreprise ce qui est communiqué à l'externe, les effets sont dramatiques. Ouais, totalement. Dans ce cas-là, maintenant on va voir l'autre côté de la médaille, donc le côté positif, pour enchaîner, la partie qu'on aime bien. Dans ce cas-là, quelles sont les initiatives peut-être qui ont pu vous marquer, si vous en avez en tête? Moi, il y en a une que je voulais vous raconter. On travaille pour une marque de VTC que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Itch. Non, attends. Pardon, pas de marque. Faut pas gâcher la surprise. Non, faut pas gâcher la surprise. On va le diffuser tout à l'heure. Je sais de quoi tu vas parler. J'ai rien dit. Moi-même, franchement, je l'ai vu, ça m'avait beaucoup marqué. Et je pense que c'est un très très bon exemple. Mais je pense c'est la cerise sur le gâteau. Est-ce que tu en aurais d'autres, peut-être? Non, je pense que les initiatives qui sont positives, c'est celles qu'on arrive à voir au quotidien. En fait, alors pour le coup, je sors un peu de mon domaine d'expertise, qui est la communication, mais plutôt la communication de ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire la capacité aussi à montrer au grand public la typologie de personnes qu'on a envie d'employer.
Il y a des grands groupes qui ne sont pas toujours défendables sur d'autres aspects par ailleurs, mais qui font un travail plutôt sérieux, je pense à McDonald's notamment, qui fait un travail assez sérieux sur l'employabilité des personnes issues de la diversité. Et ça, pour le coup, je pense qu'il y a une véritable démarche sincère derrière, parce que non seulement elle se vérifie au quotidien, j'ai envie de dire sur le terrain, elle se vérifie aussi dans l'évolution de ces personnes-là au sein de ces organisations. Donc c'est pas juste quelque chose qui est fait de manière publicitaire et superficielle pour montrer que l'entreprise est engagée pour ces populations, mais elle se voit en réalité dans l'évolution hiérarchique presque, j'ai envie de dire, de ces personnes-là. Et ça, pour le coup, c'est intéressant. Je pense que la marque employeur, pour ces organisations, elle est hyper importante parce qu'elle est obligatoirement sincère. Elle ne peut pas être fausse parce qu'elle est visible. Et c'est ça qui devient intéressant, en fait, dans nos prises de parole. Bien évidemment, on est dans des enjeux de marque employeur, des enjeux de fidélité aussi, d'attractivité des talents et le turnover qui coûte très cher. Et effectivement, quand nous sommes sur ces thématiques-là, le tout n'est pas d'intégrer les personnes, c'est comment, une fois à l'intérieur de l'entreprise, on va accompagner, former, construire des véritables parcours professionnels. Et surtout, cela doit se vérifier à chaque niveau de l'entreprise. Ce n'est pas uniquement dans les fonctions opérationnelles, cela doit se refléter aussi au niveau du management, au niveau du top management. Et cela passe par la formation, par la sensibilisation, l'accompagnement, mais aussi par des mesures. Il faut mesurer les actions mises en place pour pouvoir corriger et continuer à évoluer. C'est vrai que tu soulèves un sujet qui est hyper important, Anna, et je pense qu'il va également nous aider à sortir de justement ce truc de posture, mais plus dans l'action. En fait, c'est la mesure d'impact. C'est comment est-ce qu'on mesure et comment est-ce qu'on démontre derrière que les actions qu'on a menées pour telle action, on a réussi à avoir tel résultat derrière. Vous, par exemple, dans votre quotidien, au niveau de vos entreprises, comment est-ce que ça se passe chez Randstad ou chez BTC? Chez Randstad, nous avons des formations avant même l'intégration de l'entreprise. Tout nouvel entrant est formé. Pendant toute la vie professionnelle, nous avons des formations, nous avons des modules de e-learning qui sont disponibles dans la Digital Academy. Et nous avons surtout des enquêtes trimestrielles qui vont inclure toutes les questions de diversité, inclusion, lutte contre les discriminations. Nous avons aussi des campagnes d'appel mystère qui vont tester nos collaborateurs. L'objectif, ce n'est pas forcément d'avoir des punitions ou d'exclure des personnes, mais surtout de pouvoir former davantage, parce que l'objectif, c'est vraiment le zéro discrimination. Après, il y a des entités qui sont mises en place, comme le comité éthique anti-discrimination, qui peut être saisi par tous les collaborateurs, quel que soit le niveau au sein de l'entreprise. Nous avons aussi un service d'écoute qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 sur 7, qui peut aussi être sollicité par les collaborateurs, et surtout beaucoup de campagnes de sensibilisation et surtout de communication sur les résultats et sur les actions mises en place. On doit rendre des comptes. En fait, pour nous, c'est un enjeu qui a plusieurs couches. Il y a un enjeu, on a un enjeu de recrutement, pour revenir à ce que tu disais, mais il faut réussir à trouver le pool de talents qui vient mêler le niveau, l'excellence qui est requise dans ce genre d'organisation et être capable d'aller chercher des personnes qui sortent pas forcément des écoles qu'on a l'habitude de rencontrer dans le domaine de la communication. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus et on travaille avec des partenaires qui sont des partenaires spécifiques qui nous permettent d'identifier des talents à tous les âges, d'ailleurs à des niveaux très jeunes pour des personnes qui rentrent en stage chez nous et des personnes à des niveaux plus élevés, plus seniors, etc. Donc on a un vrai enjeu de recrutement et pour nous l'enjeu c'est de trouver les bons partenaires pour réussir à faire ces recrutements. On a des enjeux de formation parce qu'on a aussi des problématiques de gap de formation quelque part où en fait il y a certaines personnes qui ont envie de faire ce métier mais qui n'ont pas forcément le background académique nécessaire pour arriver au bon endroit, au bon niveau, etc. Donc on a aussi des formations qui permettent quelque part de rattraper certains retards ou certaines lacunes qui peuvent être notées. On a des enjeux de représentation aussi, s'assurer que ces personnes, elles ne sont pas cachées quelque part derrière, elles sont au contraire extrêmement visibles de nos clients, de nos interlocuteurs, de nos partenaires, de nos médias. Et puis nous, on fait un métier dans lequel on produit des messages publicitaires. On produit plusieurs centaines, plusieurs milliers même de campagnes publicitaires chaque année. Donc nous, on a aussi un enjeu de représentation dans les médias. On en voit tous les jours dans la rue. Un Français moyen, il voit 1200 messages publicitaires dans une journée.
c'est fait beaucoup de pubs. C'est pas mal, ouais. On s'en rend pas compte. Hein. Et donc, et comme on a la chance d'être une grande agence, il y a une partie de ces messages qui viennent de chez nous. Et donc, on a aussi une responsabilité quelque part quand on envoie ces messages dans la rue, sur vos écrans de téléphone, à la télévision, etc., de s'assurer que les personnes qu'on a envie de représenter, elles soient représentées visiblement et pas uniquement en back-office, si j'ose dire, dans les médias et dans la communication qu'on envoie dans la rue. Donc, ces différents éléments, ces différentes couches, aucune n'est plus importante que l'autre, il faut les travailler en même temps, c'est extrêmement dur, mais c'est ça l'enjeu en fait. Je suis tout à fait d'accord et rebondir sur un des points que tu viens d'évoquer, Mehdi. C'est la question de l'élargissement du panel de sourcing. C'est recruter autrement, c'est innover dans nos processus de recrutement. Sont aussi tous les partenariats qu'on va mettre en place avec des associations notamment, aller au plus près des territoires, des actions en proximité, aller aussi faire connaître les métiers. Et à un moment donné, le recrutement, il doit être intentionnel. Soit on souhaite vraiment élargir nos talents, et dans ce cas-là, ce sont des partenariats. Et il faut que nous allions chercher les talents qui ne viennent pas naturellement vers nous. Ok. Non, en tout cas, franchement, il y a de belles choses en tout cas que moi-même j'ai appris. Voilà. On sent en tout cas l'engagement et l'importance de l'être sincèrement. Donc aujourd'hui, voilà, c'est plus un secret, on le sait tous. On va passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est maintenant qu'on a constaté tout ça, donc il y a des choses qui sont mises en place, effectivement, les entreprises en ont bien conscience, et finalement on s'aperçoit qu'en vrai, même celles pour lesquelles on pourrait avoir des doutes, au final elles sont vraiment sincères dans leur positionnement. C'est comment maintenant on en fait un enjeu business, et donc une priorité absolue. Tout à l'heure, tu avais commencé déjà à teaser la suite. En fait, je pense que c'est un enjeu clé pour être capable d'avoir une représentation réaliste de la diversité. Et ce ne sera jamais un enjeu clé si ça ne devient pas un enjeu business. Si ça reste cantonné, on en parlait tout à l'heure en coulisses, si ça reste un enjeu de responsabilité sociale, si ça reste un enjeu parfois caritatif, ce qui est dur à dire, ça ne sera jamais un vrai sujet. Et donc ça ne devient un vrai sujet pour les entreprises qu'à partir du moment où il y a une opportunité de développement et de croissance qui apparaît pour elles. Et donc nous, dans nos enjeux de transformation des organisations qu'on a en face de nous, notre responsabilité, c'est de leur faire prendre conscience de ça. Leur faire prendre conscience que dans les territoires, en banlieue, il y a des opportunités de développement. Il y a des consommateurs, il y a des gens qui ont envie de faire des choses, il y a des fans de marques, il y a des gens qui ont envie de se déplacer, il y a des gens qui ont envie de consommer, il y a des gens qui ont envie d'acheter des choses et qui ont envie de réussir. Et une fois que cette prise de conscience elle est faite, ça prend du temps, mais une fois qu'elle est faite et que l'opportunité business est décelée, c'est assez simple finalement de générer de la communication, de générer de l'investissement de la part de ces marques pour que cette diversité soit mise au grand jour, si j'ai envie de dire. Et toi, tu penses qu'on en est où là aujourd'hui? Est-ce que ça a été compris ou on est encore dans ce processus de le faire comprendre? En tout cas en France. Je pense qu'on n'y est pas. Je pense qu'on n'y est pas. Je pense qu'on est sur la bonne route. Et je pense que de plus en plus d'organisations en prennent conscience. Mais il y a encore beaucoup de frilosité. Énormément de frilosité. Encore une fois, je pense plus en France que dans les marchés anglo-saxons. Mais il y a encore de la frilosité. Mais ceci étant dit, on avance. Et il y a certaines marques qui portent le flambeau, j'ai envie de dire, et qui montrent la route. C'est une des marques dont je voulais parler aujourd'hui. Pas pour faire leur publicité, même si c'est des super clients. Mais c'est un de nos clients pour lequel on travaille, qui s'appelle Hitch, donc qui est une marque de VTC. Et qui, en fait, notre rôle, ça a été de leur faire prendre conscience de quelque chose qui était perçu comme une faiblesse et qui, en fait, est une énorme force. Okay. C'est qu'aujourd'hui, c'est le VTC numéro 1 dans les banlieues. Et c'est super. C'est magnifique. Et en fait, on a choisi de faire de cet angle business quelque chose, un véritable attribut dans leur stratégie de communication et de montrer que ce point-là, ça fait d'abord un point de différenciation marketing. On les choisit eux plutôt qu'un autre parce qu'on a envie de faire partie de cet écosystème ou parce qu'on en fait partie naturellement et parce qu'on aspire à ça. Et donc nous, il y a plein d'initiatives de communication, plein de campagnes qu'on a faites avec eux. J'en ai choisi une ou deux à vous montrer aujourd'hui parce que grâce à eux et grâce à ce type de marque, on peut faire évoluer les mentalités et on peut montrer que la banlieue et les gens qui viennent de la banlieue, ce sont des opportunités de développement. Les marques, elles peuvent investir là-bas, elles peuvent se développer dans les territoires autour de la banlieue parisienne et des grandes villes. Et c'est bien pour elles, et donc c'est bien pour nous. Et donc il y a une forme de cercle vertueux qui vient se créer autour de ça.
Voilà. Totalement d'accord. Nous sommes tous d'accord. Nous sommes alignés. Effectivement, je pense que les questions de diversité et inclusion ne doivent pas être le sujet d'une direction RSE, d'une direction RH. Elles doivent infuser à chaque niveau d'entreprise et nous devons toutes et tous être acteurs, quel que soit notre rôle au sein de l'entreprise. Je le disais tout à l'heure au début, on a aujourd'hui, selon notre étude du Work Monitor, 38% des jeunes, notamment dans la génération Z, qui sont prêts à refuser un emploi si ce n'était pas un accord avec leurs valeurs. On a 40% des cadres qui sont prêts également à quitter une entreprise si cela ne correspond pas à leurs valeurs, à leurs engagements sociétaux et environnementaux. On a ce besoin d'agilité, agilité géographique, agilité de métier au sein de même entreprise. Donc, du coup, il faut que les entreprises arrêtent de vouloir recruter des clones. On n'a pas nécessairement besoin des personnes qui nous ressemblent, qui sortent de la même école, qui ont les mêmes parcours pour pouvoir apporter. Chaque talent est utile, chaque parent peut apporter ses compétences. Regardons d'abord la motivation et accompagnons les talents à développer pour nous faire aussi gagner et avoir plus de croissance économique. Et je voulais ajouter un truc qui est... on parle du rôle des médias. Les médias, c'est un grand mot, c'est très large. C'est les médias d'information, c'est l'entertainment, c'est évidemment la publicité. Et quelque part, quand les médias, je dirais, télévisuels auxquels on est confronté au quotidien, ou la presse d'ailleurs, envoient des messages qui ne sont pas forcément les messages qui sont les plus représentatifs de la véritable diversité, il y a d'autant plus de responsabilités, je pense, sur les entreprises pour, quelque part, contourner ce message-là et apporter quelque chose, une vision qui soit positive, qui soit non discriminante et encore une fois qui soit génératrice de croissance. Donc c'est presque à contre-courant, j'ai envie de dire, de ce qu'on voit aujourd'hui malheureusement dans les médias, mais ça donne encore plus de poids. Quand on apporte une parole dans les médias et dans la communication qui est une parole qui soutient la diversité, elle a encore plus de poids aujourd'hui, j'ai envie de dire, qu'il y a 5 ans, parce que l'écosystème média autour de ça, il est aujourd'hui un petit peu négatif, j'ai envie de dire, autour de ces thématiques. Donc ça met du poids, ça met de la force, et c'est encore ça, c'est encore plus cool. Bah, totalement. Tu voulais ajouter quelque chose? Aujourd'hui, je vois par exemple à mon équipe, j'ai 4 générations qui se côtoient. Alors comment faire avec toutes ces diversités, chacun avec ses valeurs, chacun avec ses attentes, et construire un projet collectif avec tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de toujours une amélioration en continu. Bien entendu, l'État, par le fait de légiférer aussi sur ces sujets, nous aide à nous améliorer. Après, il y a plein d'outils qui nous permettent aussi de pouvoir nous évaluer avec un regard externe à l'entreprise. Il y a des labels qui existent, on peut se faire auditer aussi par la FNOR, les labels égalité, diversité. On a l'index égalité, c'est pas suffisant, mais au moins ça permet déjà de démarrer, en tout cas de faire une démarche, de s'inscrire dans ces thématiques. Bah écoute, ton intervention elle tombe bien parce qu'en plus elle nous amène sur la suite. C'est de parler un peu de plus tout ce qui va être les frictions, les difficultés qui peuvent intervenir pour la mise en place. En gros, c'est quoi les difficultés majeures qu'on peut rencontrer quand on essaie de traduire une problématique de représentation en problématique business? Comment transformer une problématique de représentation en problématique business pour les clients? En fait, la première problématique, c'est une problématique de compréhension. C'est-à-dire que, encore une fois, nous, on travaille dans un environnement où on est confronté à des directions marketing, directions de la communication, à des directions générales, qui ne sont pas forcément, même pour la grande majorité, pas issues de la diversité. Et donc, leur compréhension de ces personnes, de ces populations, de ces territoires, elle est au mieux tronquée, au pire extrêmement stéréotypée. Et donc, le premier enjeu qu'on a, c'est un enjeu d'évangélisation, de compréhension granulaire, réelle, data-driven, pour qu'on se dise, OK, en fait, les personnes auxquelles votre entreprise s'adresse pour vendre un produit ou un service, elles sont d'une certaine manière. Donc il y a cet enjeu de compréhension. Et après, il y a un enjeu de financement. Il y a toujours un enjeu d'argent derrière. Ce sont forcément des choix. Et les choix de l'entreprise, nous, il nous revient quelque part de les influencer, pas de les manipuler, mais de les emmener quelque part qui nous paraît être à la fois une vraie opportunité business et aussi quelque chose de vertueux. Donc il y a toujours un enjeu de finance derrière tout ça. Voilà. Ok, Anna?
Parfaitement d'accord. Parce que, je pense que la première étape, c'est déjà d'évaluer, avoir une photographie de ce qui se passe au sein de notre entreprise et ensuite mettre en place des mesures. Et cela passe par de l'information, de la sensibilisation, de la communication, bien sûr, mais surtout de la formation et de l'accompagnement. Accompagnement des managers, accompagnement des talents, mettre en place des outils qui permettent de pouvoir répondre à toutes ces thématiques-là et surtout pouvoir... en fait, le travail n'est jamais terminé, en fait. C'est un travail de tous les instants pour pouvoir s'adapter aux évolutions législatives, mais au-delà de ça, un recrutement coûte cher. Donc, si on peut éviter le turnover, quand on parle d'argent, ça tout de suite, les entreprises, ça éveille. Donc, exactement, ça parle. Et puis, si les personnes ne sont pas elles-mêmes au travail, si elles ne sont pas bien, on tombe dans des questions de stress, on peut être en détresse psychologique, ce sont des arrêts de travail aussi. Tout ça doit être pris en compte. Du coup, c'est tout à fait dans l'intérêt des entreprises de prendre en compte la globalité de ces sujets-là, puisque l'enjeu business, il est toujours au cœur des problématiques. Maintenant, c'est la diversité, je dirais les diversités, puisque ma façon de voir le monde n'est pas la même que la tienne ou celle de Mehdi. Comment on va combiner tout ça et trouver des solutions qui puissent répondre à chacun des enjeux? C'est aussi s'appuyer sur les groupes de travail, sur les RG, les groupes de collaborateurs qui vont eux-mêmes proposer des thématiques sur lesquelles travailler et capitaliser sur les résultats de ces échanges. Il y a un dernier truc que je voulais ajouter, c'est je pense qu'il faut avoir conscience de l'enjeu d'image qu'il y a derrière ces sujets. Et en fait, les entreprises qui s'engagent en faveur de la défense de la diversité, que ce soit d'un point de vue RSE en effet ou d'un point de vue business ou les deux, elles s'exposent. Elles s'exposent à beaucoup de choses. Elles s'exposent parfois à du bruit qui n'est pas très positif. Il faut être conscient de ça en fait. C'est malheureux mais il faut en être conscient. Clairement. Parce que quand on en est conscient, on sait le contrer, on sait travailler pour s'assurer que c'est géré. Mais il faut quand même avoir conscience qu'il nous arrive de créer des prises de parole, de créer des campagnes qui mettent en avant des personnes issues de la diversité et qui génèrent des buzz négatifs sur les réseaux sociaux qui parfois sont contre-productifs pour les entreprises que nous on défend et qui sont nos clients, qui nous payent pour faire ce travail. Donc c'est évidemment un enjeu de business, c'est évidemment un enjeu qui recouvre un ensemble de couches, mais c'est aussi un enjeu d'image qu'on doit protéger. Nous, notre métier, c'est de créer des images de marque et de les faire perdurer dans le temps. Si on fait des campagnes qui sont pour nous des campagnes vertueuses et pour les entreprises aussi, mais qui viennent générer parfois un bad buzz, il faut être extrêmement vigilant, il faut être conscient de ce problème et pour savoir le contrer. Et effectivement, c'est un enjeu d'image et puis il faut que ce qui est dit sur l'entreprise, la communication, que chacun se reconnaisse aussi quand on est à l'intérieur de l'entreprise. Il faut que les personnes qui sont au sein de l'entreprise, nous, en tant qu'intermédiaires de l'emploi, nous avons près de 60 000 clients en France. Donc, il faut que notre proposition puisse aussi ressembler à nos clients. Il faut que les gens puissent se reconnaître dans ce qui est dit et dans ce que nous présentons au cours de nos campagnes, au cours de nos différentes sensibilisations que nous pouvons faire. J'ai une autre question moi, qui me vient là, en vous écoutant, que j'ai envie de poser également, c'est aujourd'hui, si on devait faire une cartographie des entreprises, donc voilà, on a compris, on est tous d'accord là-dessus. Dans les pays anglo-saxons, ils ont un peu plus d'avance. En France, on a un petit peu moins. Mais en France, il y a quand même des entreprises qui, mine de rien, tirent leur épingle du jeu. Si on devait trouver un facteur, ou plusieurs facteurs même, à mettre en avant qui en tout cas, qui peut nous permettre de se dire, OK, toutes les entreprises qui ont ce truc d'être engagées réellement, elles ont toutes ce ou ces points en commun. Ce serait quoi ces facteurs ? Moi, je crois fort à la personnalité du fondateur. En fait, on peut se raconter tout ce qu'on veut, mais quand la personne qui a créé l'entreprise ou qui en est un des gérants depuis plusieurs années a vécu d'une certaine manière un background qui est né dans la diversité, cet enjeu, il ne peut qu'être au cœur de l'organisation. Moi, c'est le cas en ce qui concerne BETC.
Mercedes, que vous connaissez, qui est une fille d'immigrés espagnole. En fait, elle a ce truc dans le cœur. Donc on peut se raconter ce qu'on veut, on peut organiser tout ce qu'on veut autour. Ça ne peut pas être un sujet périphérique, c'est nécessairement un sujet qui est dans l'ADN de l'entreprise. Et c'est le cas de nombreuses entreprises. Donc ce n'est pas le seul facteur, mais ça fait partie, je pense, des éléments qui permettent en général de se dire « Ok, en fait, cette entreprise, elle est engagée parce qu'avant d'être un produit, avant d'être un service, c'est une personne et c'est une ADN qui fait que cette personne a envie de faire avancer les choses. » Je suis tout à fait d'accord avec Mehdi parce que il faut que ça fasse vraiment partie intégrante de la stratégie d'entreprise. Il faut qu'elle soit portée au plus haut niveau parce que si ceux qui dirigent l'entreprise n'y croient pas, s'ils ne sont pas convaincus, c'est difficile de faire infuser après à d'autres niveaux de l'entreprise. Donc c'est vraiment une volonté d'inscrire complètement dans la stratégie et de ne... Il ne s'agit pas juste de se dire, bon, on va mettre en place une direction RSE qui va promouvoir la diversité et l'inclusion, mais ça doit être vraiment un des piliers indispensables de la stratégie d'entreprise. Et puis, je disais tout à l'heure, les législateurs aussi aident les entreprises avec la nouvelle directive, notamment au CCRD qui va arriver, avec tout ce qui peut être mis en place par France Travail, par le gouvernement, etc., qui va aussi aider les entreprises à s'améliorer. Mais effectivement, à la base, il faut déjà une volonté et il faut que ça soit vraiment inscrit dans la stratégie. Moi, si vous aimez la publicité, il faut regarder une campagne qui date un peu maintenant, mais qui reste ma campagne préférée, qui est une campagne de la marque Beats, les écouteurs, qui est la marque créée par Dre, qui est une campagne qui s'appelle You Don't Love Me, qui est axée sur la manipulation de la culture noire par les médias pour vendre des produits. Et donc, encore une fois, ça revient à quelque part une personne et un système de personnes qui ont été sans doute à un moment dans leur vie, dans leur carrière, victimes de discrimination et qui, grâce à leur succès, se disent « Ok, en fait, un bout de ce succès, pas tout, mais un bout de ce succès, est aussi mis au profit de la lutte contre ces éléments-là. » Donc ça reste quand même quelque chose d'assez important. Ce n'est pas un facteur discriminant, mais avoir une personne assez haut dans l'organisation, idéalement le fondateur, ou en tout cas à ce niveau-là, qui est quelque part très engagé, ça fait quand même la différence 9 fois sur 10. Donc au final, si je comprends bien, en fait, c'est tout simplement la représentation, mais au sein de la hiérarchie, en fait. C'est-à-dire que plus on monte dans la hiérarchie, plus on a de diversité, ou en tout cas des personnes à qui ces sujets-là parlent, et plus justement on a de chances que la boîte soit également en phase avec ça, en fait. Oui, parce que c'est là que sont les circuits de décision. Et en fait, il faut être présent dans les comités de direction, il faut être présent dans les COMEX, il faut être présent dans les cercles de décision, même en dehors des entreprises. Il faut être présent dans les syndicats, il faut être présent dans les prises de décision gouvernementales. En fait, s'il n'y a pas de représentation personnelle de la diversité dans les circuits de décision hiérarchiques, on sera nécessairement un cran derrière et ça aura moins de force et moins de portée. Donc c'est souvent quand même un facteur important qui permet de voir un réel engagement de l'entreprise. Je pense qu'il faut aussi que l'entreprise crée réellement des conditions pour que chacun et chacune se sente réellement incluse. Parce que parfois, on a aussi nous-mêmes ce syndrome de se dire est-ce que je suis prête pour le poste, est-ce que je suis vraiment à ma place, etc. Donc il faut qu'on se batte aussi contre cela pour pouvoir y arriver. Écoutez, merci en tout cas pour ces conseils. On arrive vers la fin de l'échange. Ouais, ça s'est passé vite. Hein. C'est passé assez vite. Il nous reste moins d'une dizaine de minutes. J'ai une dernière question avant qu'on puisse diffuser le spot Greeting from la banlieue, qui avait été, pour moi en tout cas, une masterclass, franchement. Et après, si on a le temps, il y aura peut-être un dernier spot que nous aussi on avait réalisé et qui résume un peu tout ce qu'on s'est dit là pendant l'échange. Donc voilà. Donc cette dernière question, c'est maintenant que y a pas mal d'idées qui ont émergé de cet échange-là. La question finale, ce serait, finalement, comment est-ce qu'on peut faire, ou qu'est-ce qu'il faudrait que l'on puisse mettre en place pour continuer à avancer dans cette direction? On va dans la bonne direction, on pourrait très bien changer de cap, on ne sait jamais. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quels sont les facteurs qu'il va falloir vraiment garder à l'œil pour continuer à avancer dans cette direction? Moi, je vais utiliser un mot anglais parce que je ne trouve pas le mot français, mais je crois à l'inception. Inception, ok. En fait, je pense que plus on est là, plus on est là. Okay. Et c'est en partie pour ça que je voulais diffuser le film qu'on va montrer tout à l'heure, parce que je pense que plus on arrive à être présent dans les médias, moi c'est mon métier, donc
plus on est visible, plus on aide les marques à rendre visible la diversité de ce pays, et plus on avancera dans la bonne direction. Je pense que en fait, les forces qui tendent à invisibiliser les communautés issues de la diversité sont extrêmement fortes. Extrêmement fortes. Il faut en avoir conscience. Et donc, pour se battre contre ça, il faut redoubler d'énergie. Et donc, moi, je crois beaucoup à la visibilité, en fait. Je pense je reprends mon rôle de publicitaire, mais nous, on a une responsabilité de tous ces messages publicitaires qu'on envoie dans la nature, avec beaucoup, beaucoup d'argent, de puissance média derrière tout ça. Et donc, la visibilité de nos communautés, plus on la rendra perceptible, et plus le chemin avancera de plus en plus vite. C'est un cercle vertueux, quelque part. Okay. Et toi, Anna? Oui, je pense que la question de la visibilité est au clé, est vraiment très importante. Il faut qu'on puisse donner à voir des rôles modèles à nos jeunes. Ça commence dès le collège, le lycée, aller présenter les métiers, aller voir les gens expliquer, c'est possible, donner des opportunités, ouvrir la palette des possibles, que les entreprises ont besoin de talent. On n'est pas là pour demander une faveur, on vient apporter notre compétence, on vient apporter le talent. Il faut qu'on sorte d'une posture de demandeur, d'emploi, demandeur, pour dire apporteur. J'apporte mes compétences, j'apporte mes expériences. Et si on ne sait pas que ça existe, on ne sait pas qu'il est possible d'exercer quel que soit le métier, on ne peut pas y accéder. Parfois, travailler aussi avec le ministère de l'Éducation nationale, avec les conseillers d'insertion professionnelle dans les collèges notamment, pour que chaque jeune puisse avoir connaissance de l'existant et de la possibilité d'y accéder avec les formations qui permettent d'accéder à ces métiers-là. Moi, je dis souvent aux jeunes qu'on recrute, ou en tout cas qui postulent chez nous, d'être fiers de leur culture. Parce que ce qui peut leur manquer parfois sur un background académique ou sur la qualité d'un diplôme ou un truc comme ça, il est largement compensé, il est même plus que compensé par l'apport culturel qu'ils peuvent avoir dans les entreprises. Et je reviens au sujet dont on parlait tout à l'heure sur la compréhension granulaire de ces populations. Si elle ne vient pas des jeunes qu'on embauche, moi je ne sais pas d'où elle vient. Donc il faut être vraiment extrêmement fier de ces cultures et les porter sur soi pour qu'elles puissent émerger dans les organisations et dans les médias. Ouais, dans ce cas-là, soyons fiers de nous, soyons fiers de nos cultures et soyons fiers de ce qu'on peut apporter. Hein. Je pense qu'avant qu'on se quitte, je ne sais pas comment ça se passe. Qui gère l'écran là? C'est toi? Ah, ouais, excellent, parfait. Ok. Bah nous, on est prêts pour diffuser le spot. Juste le premier. Si, juste le premier. Ouais. Oui, parce que tu. Pas l'IA. Que les portes. Ouais, c'est ça. Attends, je dis juste 2 mots 2 secondes avant que tu lances. Ok. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est l'autre. On a fait cette campagne pour Itch, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une campagne tout simplement pour les aider à se positionner, leur donner une véritable existence, les différencier des autres VTC que je ne citerai pas, qu'on aime moins. Et en fait, encore une fois, je parlais de fierté tout à l'heure, fierté de la culture de banlieue, fierté des gens qu'on transporte au quotidien dans ces véhicules, fierté de ce qu'on fait pour l'Île-de-France. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en valeur dans ce film. Je sais pas s'il y a du son. Il n'y a rien de plus beau qu'une porte. Rien de plus proche. Une porte, ça parle pas. Mais ça invite. Ça invite à casser les murs, à laisser passer la lumière, à passer derrière, à entrer sans prévenir, sans frapper. Il y en a à qui elle fait peur, la porte, et qui préfèrent la laisser fermer. Ils disent qu'elle est trop moche, trop loin. À cela on dit, allez voir de l'autre côté, celui sous le côté. Trouvez la paix, pas des chants, mais des vrais, parce que seuls les vrais savent, il paraît. Nous, on les aime les portes, on les ouvre. Ça aide. Ça laisse passer l'autre et toutes les histoires qui vont avec. Derrière chaque porte, il y a un monde. Et c'est capital que tous ces mondes se rencontrent. Prendre une porte, ça empêche de tourner en rond. Et quand tu l'ouvres, c'est grand, c'est petit, peu importe, tant que ça vit, derrière ça fait du bruit. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, autour de nous il y a trop de portes.
vite pour que ça tienne dans le Grand Paris. Attendez, juste une question. Pourquoi on dit Grand Paris quand on a déjà le Grand Bondy, le Grand Saint-Denis, le Grand Ivry? Bah, je pense qu'on peut applaudir, hein, franchement. Merci. Vous aurez reconnu Cool Chain. En tout cas, respect, comme je disais. Bon, je sais pas, on n'aura pas le temps de diffuser le deuxième spot, Greeting from la banlieue, mais bon, on en parlera après en off. Il y a un deuxième spot, donc pareil, qu'on va diffuser. Vous l'avez reçu? Ok. Donc, ce spot-là, c'était un spot que nous, on a envoyé là, il y a 2 semaines. Et donc, ça résume à peu près tout ce qu'on a pu se dire là jusque-là. Donc, je vais me présenter rapidement parce que je ne l'ai pas fait au début. Donc, j'ai fondé un média, moi, qui s'appelle Banlieusards Nouveaux. Donc, il y a maintenant 3 ans, qui a pour ambition aujourd'hui de changer les récits dans les quartiers populaires. Donc, sur le média, ce qu'on fait, c'est qu'on veut changer la représentation que les personnes issues de milieux populaires se font d'elles-mêmes en leur montrant des gens qui viennent de quartiers, mais qui font des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc, c'est des parcours atypiques, des parcours inspirants. Donc, ça va être sur des interviews, des formats immersion. Et l'idée, c'est vraiment ça. Comment on change les récits, les narratifs et la représentation des personnes issues de quartiers populaires. Le média, il a ça comme premier objectif. Et deuxième objectif, c'est également de se dire comment est-ce qu'on propulse les talents qu'on reçoit sur le média et à qui on donne de la visibilité. Comment est-ce qu'on crée d'autres opportunités pour elles derrière. Donc ça, c'est à travers la communauté qu'on a pu créer autour du média. Et donc à côté du média, j'ai créé Ben Agency, qui est une agence créative, une agence à impact, qui est la suite logique du média. Donc c'est tout ce qu'on fait, le travail qu'on fait à l'échelle du média, comment est-ce qu'on l'amène chez les entreprises? Comment est-ce qu'on leur permet aujourd'hui, à travers elles, leur positionnement, à travers leur cible? Comment est-ce qu'en fait, on fait à peu près ce que vous faites? Moi, c'est pour ça que je le dis, votre spot, en tout cas, il m'a pas mal inspiré. Et ça a également contribué au fait que je puisse réaliser ça avec mon équipe. Donc voilà, c'est bon. C'était pas une personne engagée, on ne regarde pas cette vidéo. Plus que jamais, la société française est polarisée. Dans les prochaines décennies, nous aurons de nombreux défis à relever sur des sujets tels que l'écologie, l'inclusion, l'égalité des chances ou même encore les guerres. Et forcément, la relation avec les clients ou avec la marque sera fortement impactée. Les gens ne veulent plus et ne peuvent plus se contenter de consommer sans se soucier. Ce qu'ils veulent, ce ne sont pas des marques, mais des symboles, avec des valeurs communes. Et donc, vous comprendrez que forcément, juste adopter une posture est plus suffisant. Faites simplement de la publicité et vos clients vous achèteront comme ils achètent vos concurrents. Par contre, il y a un réel impact, soyez réellement engagé et vous deviendrez bien plus qu'une marque. Vous serez un acteur du changement. En 2023, 73% des jeunes de la génération Z se disaient prêts à payer plus cher que des produits plus durables. En réalité, les marques peuvent réellement changer le monde si elles le décident. Et c'est là où vous avez tout cette gagner. Notre agence à impact fait de vous de vrais marques engagées grâce à notre culture de l'authenticité. On est ultra vrai et authentique à travers notre positionnement. Et ça, c'est quelque chose du début avec un enfant de médias Banlieusards Nouveaux. Ce qui compte le plus n'est pas ce que vous vendez, mais l'impact que votre culture d'entreprise a sur les gens. Decathlon ne vend pas du matériel sportif, mais Decathlon vend l'accessibilité aux sports et l'inclusion, peu importe le niveau, l'âge, le budget. Keep Impact is the new standard. À l'avenir, les marques qui font la différence seront celles qui ont cette réelle culture de l'authenticité. Une même marque peut impacter 100 personnes, et ce qui définira la force de l'impact, c'est son authenticité. Impacter les gens, c'est bien plus qu'une histoire de chiffres. Impacter les gens, c'est une action concrète. Une marque qui change le monde est une marque puissante. Avec Ben Agency, un but de rêve. Donc voilà. En tout cas, je suis vraiment persuadé que à partir du moment où on réussira vraiment, et je pense qu'on est vraiment en train d'aller vers là, mais quand on réussira à avoir ce switch de ok, on va avoir un bon positionnement pour en avoir un, et on va avoir un bon positionnement parce que ça change réellement les choses et que tout le monde a réellement y gagné, je pense qu'on aura un monde meilleur. Hein. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Merci à toi, Amadou. Merci à tous. Plaisir. Merci.